Nous sommes bercés de milliers de sons qui composent la toile de fond de notre quotidien et auxquels nous ne prêtons guère attention. Pourtant, depuis peu, des chercheurs étudient les pouvoirs du son sur nous. Acousticiens, psychologues et sociologues découvrent que tous ces bruits en apparence anodins peuvent enchanter, émouvoir, rassurer, nous manipuler et nous faire ouvrir notre porte-monnaie. Du coup, les sons de nos appareils domestiques sont pris très au sérieux par les industriels qui font appel à des spécialistes d'un nouveau genre, les designers sonores. Le son participe plus en fait de la perception du produit qu'il y a un certain nombre d'années. C'est aussi un élément de différenciation, c'est-à-dire qu'on est dans un monde quand même international très concurrentiel et le son fait partie de la qualité de l'objet. Une femme, quand elle utilise son bâton de rouge à lèvres, elle a deux préoccupations. La première, c'est qu'il soit bien fermé, donc un son sec, un déclic. Et bien sûr, là, on choisit les matériaux en adéquation avec ce son. Et puis le deuxième son, c'est justement le non-son, le non-bruit. C'est le geste de qualité, c'est le geste de précision. Et quand elle sort son bâton, il faut qu'il y ait absolument aucun bruit. À ce moment-là, on utilise des matières qui sont beaucoup plus des matières comme le nylon ou des matières qui sont des matières, si vous voulez, souples. Il faut savoir que la femme qui utilise son rouge à lèvres ne parle jamais spontanément du son, mais inconsciemment, si on ne répond pas à cette attente, elle n'achètera pas l'objet. Bon, il y a des tas de tests qui ont bien sûr été faits et réalisés. L'Institut de recherche et coordination acoustique-musique fait partie des organismes chargés de faire ces fameuses études, ici, dans le département perception et design sonore. Sollicités par les industriels, les scientifiques créent des identités sonores fortes pour faire passer les bons messages à notre cerveau. Alors, ici nous sommes dans la chambre anéchoïque de l'IRCAM, qui, comme son nom l'indique, est une chambre sans écho, c'est-à-dire sans effet de salle, aucune onde n'est réfléchie par les murs et ne revient à la source. Alors on effectue ici des mesures et des enregistrements, comme celles que nous avons fait pour le projet de création de sons pour l'habitacle automobile, puisque nous avions la contrainte de faire émerger ces sons du bruit de fond, c'est-à-dire faire en sorte que ces sons créés puissent être entendus par les conducteurs au-dessus du bruit de fond produit par l'automobile, sachant que une automobile produit un bruit de fond différent lorsqu'elle roule à 50, 90 ou 130 km/h. Donc ce son, c'est par exemple ce son. Nous avions une contrainte aussi préconisée par l'industriel qui était de respecter une hiérarchie d'urgence dans les sons. On est d'abord parti des études scientifiques sur comment caractériser l'urgence par le sonore, sur des paramètres comme le rythme, la hauteur des sons, etc. On a donné ces indications à un compositeur et ensuite on a validé, vérifié si l'intuition du compositeur avait été bonne. Et cette validation, on la voit sur cette courbe-là, qui retrace effectivement la réponse de sujets naïfs sur l'urgence perçue des sons créés par Andrea Tchera. Si on entend ce son par exemple, on est quasi sûr que l'auditeur va réagir, va savoir ce qui se passe et va réagir en conséquence. Si on entend un son d'urgence moyenne, là, il va réagir moins rapidement évidemment et également associer ce son à une information qui est voilà, plutôt d'ordre qualitatif que quantitatif, je dois m'arrêter absolument, etc. Et enfin, si on écoute des sons de très faible urgence,
Là, on a un son qui est de type confirmation, c'est-à-dire le conducteur fait une action et le système lui confirme que cette action a bien été faite et valide en fait l'action qui a été faite. La recherche s'intéresse aussi aux lieux publics. Même si l'on y prête peu attention, les sons distillés discrètement à certains endroits mettent en action des mécanismes cognitifs, mais aussi affectifs très précis dans notre cerveau. On a travaillé dans le cadre d'une thèse avec la SNCF sur l'ambiance sonore des gares. Donc il y a différents lieux dans des gares qui ont chacune une certaine couleur sonore. Et on a rencontré certains problèmes, notamment dans la gare Montparnasse, dans laquelle il fallait aider les usagers et une solution était la signalétique sonore. Et il s'agissait en effet de créer une sorte de repère sonore, une sorte de flèche sonore qui permettait d'un certain point d'aller vers un autre point grâce à des éléments sonores qui étaient rajoutés sur le parcours. Donc là, l'usager est passé devant le capteur, ça a déclenché un son qui lui dit qu'il faut prendre ce tapis roulant. Et ici, il y a un autre capteur qui déclenche un autre son qui lui indique qu'il a pris le bon chemin. Grâce au travail du son, le degré de sophistication de notre environnement quotidien est extrême. Mais jusqu'où ira-t-on dans le design sonore? Et pourquoi certains objets font-ils toujours un bruit assourdissant? Ne pourrait-on pas imaginer autre chose? Je pense que on ne peut pas tout faire dire au son. Je pense que pour certains produits, je prends l'exemple de l'aspirateur, le son de l'aspirateur rassure la ménagère, bizarrement, sur l'efficacité de ce qu'elle fait. Un aspirateur, et ça existe, qui ferait zéro bruit, probablement que c'est l'angoisse. Maintenant, je crois qu'il faut toujours placer la poésie au bon endroit. Il ne faut pas chercher partout à vouloir trop poétiser les choses. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'efficacité et on doit les laisser efficaces. Et puis il y a des choses qui basculent de l'ordre du confort, de l'émotion et on doit avoir une réponse à ce niveau-là.